Bonsoir tout le monde. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire. Dans l'après-midi pour les Nord-Américains et dans la soirée pour les Européens. On va attendre encore quelques minutes, histoire que tout le monde puisse arriver. Et puis, du coup, en attendant, moi, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Nicolas Bourron, je suis kiné du sport, coach en course à pied, spécialisé plutôt dans le trail et l'ultra-trail. Et puis, je suis surtout, comme vous, je pense, un coureur passionné qui s'éclate sur les sentiers. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'animer ce webinaire où je vais pouvoir échanger avec Mathieu Blanchard, qui est lui athlète de haut niveau en ultra-trail. Et puis, vous avez sans doute entendu parler de lui si vous avez suivi l'UTMB à la fin du mois d'août cette année, puisque Mathieu a réussi une performance exceptionnelle. Il s'est hissé à la troisième place de la plus célèbre course de trail running au monde. Donc chapeau. Et puis, avant de parler de cette incroyable course, on va revenir dans un premier temps sur son parcours atypique en tant que coureur. On échangera sur son évolution au cours des dernières années, des derniers mois qui amène à aborder un sujet autour du statut de coureur professionnel. Et puis, on parlera des grands principes qui guident son entraînement et puis qui le guident dans son coaching également. Et il sera alors question de planification d'entraînement, de gestion de course, de rapport à la blessure. Voilà, on a plein de sujets passionnants à aborder, je pense. Et si le temps nous le permet, on va prendre un peu de temps en fin de webinaire pour essayer de répondre à vos questions. Vous pouvez laisser ces questions directement dans l'onglet Q&R qui doit apparaître sur vos écrans. On prendra un petit peu de temps pour essayer de répondre à vos questions en fin de webinaire. Sachez que vous pouvez aussi retrouver l'intégralité du webinaire qui sera en replay dans quelques heures après la fin de celui-ci. Il va être disponible sur la chaîne YouTube du coaching du coureur et ainsi que sur la web TV de la clinique du coureur. Donc, je vais pouvoir maintenant accueillir Mathieu et puis on va commencer. Salut Matt. Salut Nicolas, comment vas-tu? Impec, impec. Écoute, est-ce que tu as quelques mots à ajouter avant qu'on commence? Écoute, moi je voulais simplement déjà dire bonsoir à tout le monde qui nous suit ce soir. Merci à l'organisation, la clinique du coureur, le coaching du coureur, d'avoir mis sur pied ce petit échange webinaire qui va être très intéressant, je pense. Merci à toi Nicolas de l'animer. Pas de Et puis souci. voilà, j'étais très hâte qu'on discute ensemble. Moi, je n'ai pas préparé grand-chose. On va y aller avec de la spontanéité, de l'authenticité aujourd'hui. Je pense qu'il va y avoir des auditeurs qui sont sportifs récréatifs, pas du tout sportifs, voire des sportifs un petit peu plus performants. Donc voilà, il y aura pour tout le monde. Et puis peut-être qu'avec ta casquette de professionnel de la santé, de kiné, de physio, tu pourras apporter une dimension un petit peu plus précise sur certains de mes propos. Écoute, j'espère ça. J'espère. Ok. Écoute, on va essayer de commencer par un petit peu la genèse de ta carrière sportive, si tu veux bien. Toi, tu as grandi entre la mer et la montagne, entre la Guadeloupe, la France, puis aujourd'hui, tu es un petit peu à cheval entre la France et le Québec. T'as un parcours atypique qui interroge et qui fascine aussi et qui te place aujourd'hui un petit peu parmi les meilleurs trailers de la planète. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de tes débuts en course à pied, de qu'est-ce qui t'a amené à aller dans cette direction, qu'est-ce qui t'a fait débuter la course en fait? Oui, tout à fait. Alors, tu as dit que j'avais un parcours atypique. Je dirais plutôt que c'est plutôt mon évolution dans le domaine du sport qui est atypique parce que mon parcours d'origine est plutôt très typique, je dirais, pour ne pas dire banal en fait. Ouais. Tu sais, les premières années de ma vie, bon, j'ai grandi dans le sud de la France avec l'école, le lycée. Je n'étais pas si mauvais dans les sciences, donc éventuellement, je suis allé en école d'ingénieur. J'ai eu un travail d'ingénieur et de bureau assez classique, assez banal. En 2014, j'ai pris mes valises pour aller sur une autre opportunité professionnelle au Québec, à Montréal. Je connais pas. Voilà, au début, c'était pour 6 mois la mission, puis 7 ans et demi plus tard, j'y suis encore. Voilà, donc un parcours que je qualifierais d'assez classique. Après, il y a eu des gros tournants qui ont rendu la vie un peu plus atypique. Là, je te l'accorde. Tout d'abord, en 2017,
J'ai fait un stage. En fait, j'avais été sélectionné dans une académie avec Salomon. Salomon Running organisait une académie où il sélectionnait quelques jeunes à potentiel et où voilà, mon aventure sportive a pris un autre tournant un petit peu plus sérieux, on va dire, où j'ai commencé à être accompagné par le team Salomon et puis avoir voilà, une structure un peu plus concrète de mes activités. Notre gros tournant a été en 2019. En janvier 2019, j'ai décidé de quitter mon bureau d'ingénierie pour mettre la course à pied un peu au centre de ma vie. Voilà, choisir des activités qui gravitaient autour de la course à pied. Donc, je suis devenu responsable du développement commercial à l'international de la clinique du coureur. Je suis devenu coach avec le coaching du coureur. Et voilà, j'ai aussi mis mon entraînement au centre de ma vie, ce qui a fait que j'ai pu beaucoup progresser depuis 2019. Malheureusement, en 2019, je me suis blessé dès le mois de février, un mois après avoir quitté mon bureau. Dommage. Donc, une année 2019 en demi-teinte et puis pas mal de frustration. Mais en 2020, je me suis dit, je vais me rattraper. Je me suis bien entraîné l'hiver. Et 2020, tu sais, tu connais la suite, vous connaissez la Covid. suite. Covid. Donc voilà, une deuxième année en demi-teinte. Et finalement, c'est en 2021 où j'ai enfin pu profiter un petit peu plus de tout le travail que j'avais fait en faisant ce choix en 2019 de quitter mon bureau d'ingénierie. Et on l'a vu avec les résultats que j'ai pu obtenir, notamment sur l'UTMB, cette belle troisième place dont je suis très fier. Mais voilà, un parcours assez typique finalement qui est devenu atypique dans le sens où ma courbe de progression a été rapide et où je n'ai pas été un sportif d'endurance dans ma jeunesse. Voilà, j'ai découvert l'endurance assez tard quand je suis arrivé à Montréal pour me remettre en forme un petit peu avec la course à pied. Du coup, tu Et avais quel âge là? voilà. J'avais 26 ans lorsque j'ai commencé à courir la première fois, à mettre des baskets de course. Voilà, je suis allé courir la première fois un petit peu comme tout le monde, un dimanche, tu sais, le jog du dimanche pour se mettre en forme et pour se détoxiquer des fêtes et des soirées qu'on a pu faire la semaine. Et puis, eh ben, malgré moi, ça a été plutôt une passion qui est arrivée là, plus qu'un jog du dimanche. Et puis, la suite de l'histoire ben, a été assez intense pour moi. Et du coup, là, quand tu as commencé comme ça, à 26 ans, en tant que voilà, sortie un petit peu annexe de ton planning, c'était quoi ton image en tant que coureur? Est-ce qu'il y a des gens tout de suite, ou des athlètes qui t'ont inspiré ou qui t'ont donné envie justement de t'investir un peu plus dans le running? Comment ça se fait que tu es passé de je fais un petit jog comme ça le dimanche à non, en fait, je vais faire tout le temps de la course à pied, quoi. C'est une très bonne question, ça aussi, Nicolas, et je vais te répondre non. Au début, il n'y a personne qui a été un modèle ou qui m'a inspiré parce que moi, je te le redis, je ne connaissais rien du monde de l'endurance, ni le vélo, ni la natation, ni la course à D'accord? pied. Et ce qui m'a drivé au début, c'est vraiment en fait que j'étais tellement nul quand j'ai été courir. Je pensais que je suis parti, j'ai voulu aller monter jusqu'au sommet du Mont-Royal pour ceux qui connaissent à Montréal. J'ai même pas été capable. Et je me suis trouvé tellement nul et tellement pas en forme à mon âge que ça a touché mon estime et je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que tu te remettes en forme. Et c'est plutôt ça qui m'a motivé à me bouger. Voilà. Et après, bon, très vite, il y a eu quand même un gros déclic. Là, c'est que je me suis inscrit rapidement dès la première année, en fait, en 2014. Alors, je ne recommande pas de le faire. C'est plutôt parce que je ne connaissais pas du tout et je me suis inscrit au marathon de Montréal 4 mois plus tard. Et le fait D'accord? d'avoir cliqué sur le bouton m'inscrire m'a créé une forme de motivation, quoi. Ta Voilà. première course, c'était le Mais marathon de Montréal. voilà, tout à fait. Mais pour la petite anecdote, voilà, moi, quand j'ai commencé à courir, je n'avais aucun modèle. Et même pire que ça, je cachais à ma famille et à mes amis que je faisais de la course à pied parce que c'était un petit peu la honte pour nous, là, parce que nous, mes amis dans le sud de la France, ça a toujours été des sports d'adrénaline, des sports de glisse, tu vois. On a fait du kitesurf, du snowboard, des sports mécaniques. Ouais, Et puis puis, tu c'était faisais toujours cette de la plongée, quoi, recherche. tu fais. Oui, la plongée sous-marine, bon, ça reste beaucoup parce que c'est une approche et c'est plus la connexion au monde naturel, à l'océan qui me passionne, là, ça c'est autre chose. Mais j'étais vraiment dans la recherche d'adrénaline et je ne comprenais pas l'intérêt d'aller se faire mal dans les sports d'endurance. Donc au début, ben, mon cercle d'amis, mon cercle familial, il n'y avait personne qui courait, donc je ne pouvais pas en parler, j'étais quand même un petit peu caché jusqu'à ce que ben, ça devienne tellement fort pour moi que j'ai fini par en parler, que j'ai aussi créé une communauté autour de moi qui a fait que ben, j'ai pu aussi ben, voilà, m'épanouir dans ce monde-là de sport d'endurance. Bon, après, c'est sûr que petit à petit, ben, j'ai fait comme tout le monde. J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, un passionné, à voir des bouquins. Et je suis tombé ben, dès qu'on clique sur YouTube, course à pied, ultra trail, trail, on retrouve toujours les mêmes. Là, c'est Bien sûr. Kylian Jornet avec ses courses, mais aussi ses aventures qu'il a fait aux quatre coins du monde. Il y avait qui? Il y avait Anton Kuprika aussi, ce coureur Ouais. américain qui courait avec une dégaine de Jésus, là, torse nu, à traverser Ouais. les montagnes. Voilà, très, très
des belles histoires. Voilà, il y a eu aussi François Den, un petit peu comme Kylian, qui faisait des belles aventures hors course. Il y a eu des aventuriers comme Mike Horn, comme tout, voilà, comme tout le monde qui m'a beaucoup inspiré dans ses aventures. Mais je crois que j'ai été surtout inspiré par les champions de sport qui ne sont pas forcément les coureurs à pied. J'ai trouvé D'accord? beaucoup d'inspiration dans les grands champions dans plusieurs sports. En fait, je me suis passionné à lire les biographies, les livres de Michael Jordan, de Mohamed Ali, de Zinedine Zidane, de Rafael Nadal. Donc, tu vois, tennis, soccer, Ouais, ouais, basketball, bien mais sûr. tu retrouves des valeurs et des états d'esprit et des mentales qui sont similaires des uns aux autres et c'est assez inspirant et passionnant. Tu as pu Voilà. faire pas C'est mal comme de ça que liens je me du coup qui suis t'ont nourri. aidé. Exactement. Ok. Et du coup, donc là, tu as commencé à t'y mettre de plus en plus, tu as commencé à plus pouvoir le cacher à tout le monde. Quand est-ce que tu as vraiment réalisé que il y avait un potentiel à exploiter, que ton niveau était en train de vraiment augmenter? Et qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Qu'est-ce que tu changé en fait dans ton entraînement pour, pas pour passer dans une autre dimension tout de suite, mais en tout cas pour passer ce palier? Moi, je vais te raconter une autre anecdote là. C'est arrivé assez vite aussi. Donc, j'ai commencé, moi, de 2014 à 2017 à peu près, à faire que des courses sur route. Et puis, je me suis passionné à faire des marathons. À D'accord. Montréal, on a des beaux marathons autour de la ville géographiquement. Il y a New York, il y a Philadelphie, il y a Washington, il y a Boston, il y a Ah ouais, il y a de quoi faire. Chicago, Toronto. Il y a des beaux marathons accessibles en voiture autour. Donc, je me suis donné pour objectif de tous les faire. Et comme je connaissais personne dans le monde de la course à pied, j'avais aucun ami et puis aucune communauté dans ce milieu-là, ben, ma préparation pour mon premier marathon s'est fait tout seul. Et j'ai pris un programme de course au hasard dans un livre que j'avais trouvé à la bibliothèque de Montréal. Et le temps que j'avais visé, mais c'était totalement au hasard. Je regardais à peu près les zones d'entraînement, et puis il y avait une zone où je me sentais à peu près confortable. Et je m'étais dit, bon, je vais essayer de le courir à peu près autour de 3 heures. Mais pour moi, 3 heures, je ne savais pas si c'était bien ou pas, tu vois, j'avais aucune idée. Et il Ton s'avère que premier marathon? ouais, mon premier marathon. Et donc, j'ai fait le programme d'entraînement. Bon, ça a été difficile parce que j'avais mal partout, évidemment. Ça a été trop rapide de se mettre à faire des volumes comme ça dès le début. C'était vraiment pas la bonne chose à faire. Et puis, c'était pas agréable physiquement et mentalement. Mais j'ai réussi à faire mon premier marathon en 3h00. Et là, à partir de là, les amis, la communauté que j'avais autour de moi m'ont dit: Hey, Matt, tu as fait un temps qui est quand même pas mal, qui est bon pour un premier marathon. Tu dois avoir un certain potentiel, il faut l'exploiter. Donc là, ça a mis une petite graine dans ma tête qui s'est mise à germer. J'ai poussé encore plus l'optimisation de l'entraînement, l'apprentissage pour tenter de m'améliorer. Voilà, jusqu'à améliorer mes temps de marathon de 2014 jusqu'à 2017 où j'ai quitté pour la nature, la montagne, le trail où voilà, après, j'ai plus jamais remis les pieds sur la route. Donc ça a été le deuxième déclic. Quand je suis arrivé dans le trail, j'ai vu que j'avais un certain potentiel aussi parce que je m'amusais avec le milieu naturel. En fait, j'allais pas à l'encontre. Tu vois, moi, des racines et puis des roches, ça m'amusait à les sauter plutôt que ce n'était pas des barrières qui me freinaient. Au contraire, j'aimais sauter par-dessus. Les descentes, j'avais pas d'appréhension. J'adorais descendre hyper vite. Bon, je me suis Tu as tordu les chevilles, retrouvé là, un petit peu évidemment, mais l'adrénaline des sports que tu pratiquais plus jeune, en fait. exactement. Je faisais du vélo de descente, je faisais du BMX et j'ai retrouvé un petit peu ces sensations d'adrénaline qu'on peut avoir dans les sports de glisse par définition. J'ai retrouvé dans le trail. Donc, ça a été le deuxième déclic. Et donc là, voilà, j'ai réalisé aussi que voilà, mon niveau s'est élevé assez vite parce que je n'avais pas cette appréhension du milieu naturel et des obstacles. Au contraire, je jouais avec et puis ça a vite été. Et ensuite, ben, évidemment, voilà, j'ai vu que, enfin, qu'est-ce que j'ai changé à ce moment-là? C'est en 2019, le gros changement, quand j'ai décidé de changer d'organisation de vie avec ce fameux calendrier de 8 heures à 5 heures du lundi au vendredi qui ne Mhm. fonctionnait pas parce que le corps humain, malheureusement, il fonctionne sur un cycle circadien pour le sommeil, mais pour l'entraînement, ça ne fonctionne pas comme ça. Des fois, ton corps a envie d'aller s'entraîner à 8 heures, des fois à 10 heures, des fois à 14 heures. Et puis des fois, tu as envie de dormir à 10 heures du matin, tu ne sais pas pourquoi. Et donc, il faut être un peu à l'écoute de ces signes-là aussi. Et donc, j'ai tenté de m'organiser un calendrier de vie où j'étais plus à l'écoute de mes sensations et de mes envies d'aller m'entraîner et de récupérer plutôt que de le faire avant 8 heures du matin ou après 18 heures parce que c'était imposé par le calendrier du bureau. Donc là, voilà, c'est ce que j'ai changé principalement à ce moment-là pour optimiser mon potentiel un petit peu plus. Donc, tu as fait ça sans changer d'emploi, sans quitter ton boulot, tu as aménagé ou justement tu as eu un gros changement professionnel à ce moment-là aussi? Alors, ce que j'ai fait, c'est que les étoiles s'alignent hein, quand on rêve, hein, quand on a des ambitions et des grands projets. Naturellement, on dirait que le monde autour de nous conspire à nous amener vers la réalisation de ces rêves. Et puis à ce moment-là, voilà, ça faisait quelques mois que j'étais dans mon bureau d'ingénierie, que
En 2017, j'avais eu un sponsoring avec Salomon, je commençais à progresser, je voyais que j'atteignais cette limite parce que j'étais coincé par le bureau. Et là, Mhm. naturellement, j'ai rencontré la Clinique du Coureur, qui est une entreprise qui gravite à 100% dans le monde de la course à pied et dans la science, et puis ça me passionne en tant qu'ingénieur. Et donc, voilà, les étoiles se sont alignées pour que j'intègre l'équipe de la Clinique du Coureur en tant que développeur commercial à l'international. Et il s'avère qu'à la Clinique du Coureur, on a un mode d'emploi et un mode d'organisation très particulier. On appelle ça une entreprise libérée ou affranchie, avec des modèles d'entreprise spéciaux, voilà, assez modernes, où, par exemple, on va avoir où chacun organise son calendrier comme bon lui semble. Si tu as envie de travailler la nuit, tu travailles la nuit. Si tu as envie de travailler la fin de semaine, tu travailles la fin de semaine. Voilà, on se fixe des objectifs. Le but, c'est de les atteindre. Après, comment tu les atteins, avec quel cheminement, c'est toi qui décides. Fait que ça va très bien Ouais, avec la course à pied parce que je peux très bien aller faire tu vois, un jog le matin à 7 heures du mat, revenir, faire une petite sieste à 9 heures, me mettre à travailler entre midi et 14 heures, travailler le samedi ou dans un avion ou tu vois, peu importe. Et donc, ça, c'est une adaptation qui est très forte pour puis, progresser dans le sport. Un équilibre adapté, on va dire. carrément, pour combiner avec ton entraînement, c'est complètement optimal. Est-ce que tu as fait appel à un coach? Je n'ai jamais fait appel à un coach pour deux raisons. Non, pour une raison, c'est que j'apprenais par moi-même, mais avec le recul, aujourd'hui, je l'avoue, ça a été une grosse erreur. Je suis certain que j'aurais pu éviter de nombreuses erreurs de base et de nombreuses blessures et inflammations si j'avais été accompagné par un coach dès le début. Donc peut-être qu'aujourd'hui, mon niveau aurait été déjà meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. Ou plutôt? Et surtout, voilà, plutôt, mais surtout, j'aurais progressé plus sereinement et plus sainement. Parce que je t'avoue que les quatre premières années de ma vie de coureur, j'avais tout le temps mal quelque part. Alors, c'était devenu comme quelque chose de normal, mais c'est pas normal d'aller faire du sport en ayant mal quelque part, en ayant mal dans un genou, en ayant un syndrome de l'essuie-glace, en ayant une périostite. Pour moi, c'était comme une normalité. Mais non, c'est pas normal d'avoir mal en courant. Et puis, voilà, j'aurais préféré évoluer en tant que coureur dès le début, sans toutes ces douleurs et toutes ces erreurs que j'ai faites, qui a fait que ça m'a mené la vie dure. Voilà, donc bon, aujourd'hui, j'ai appris, puis je fais plus ces erreurs et j'ai une application à mon sport qui est très saine et sans douleur et voilà, l'écoute de mon corps. Mais voilà, j'aurais pu, grâce à un coach, tu sais, avoir une certaine individualisation que je ne trouvais pas dans les bouquins en fait que je lisais par rapport à Ouais, mon c'est mode de vie, par rapport à qui je suis, par rapport à mon évolution. Les bouquins m'ont donné les grandes tendances, la vulgarisation de la science, mais ce n'est pas appliqué à toi-même. Et puis même si tu as des tendances dans la science, dans la nutrition, dans la biomécanique de course, on est tous différents. Il y a quand même une adaptation et une individualisation à faire que seul un coach, un bon coach, peut faire aujourd'hui pour t'accompagner. c'est intéressant ce que tu disais sur le fait que tu avais la sensation de courir, enfin que courir en ayant mal, c'était normal. Parce que ça, enfin, je pense que il y a quand même, je pense, pas mal de kinés ou de physio qui nous suivent. Et c'est vraiment un truc, je pense, qu'on constate nous tous les jours avec des patients qui nous disent ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans que j'ai mal là, mais voilà, je suis habitué, c'est normal. Et non, c'est pas normal en fait. J'imagine que tu dois en voir aussi des patients qui viennent te voir à ton cabinet et qui ont mal quelque part, que tu leur dis de prendre un peu de repos ou de repartir sur une forme de plan d'entraînement plus progressif et repartir sur un volume d'entraînement plus bas, mais que finalement, ils ne t'écoutent pas du tout et que 2 jours après, ils retournent faire exactement ce qu'ils faisaient. Et une semaine après, ils sont encore dans ton cabinet avec une douleur encore plus forte et ainsi de suite, quoi. C'est assez Ouais, classique. ouais, c'est très fréquent. Après, c'est voilà, c'est un problème de tête, un petit peu de se dire, d'arriver à se convaincre qu'en fait, on peut faire moins en faisant mieux. Donc, Hmm. c'est un autre sujet, un vaste sujet aussi. Ok, ça marche. Ta troisième place là, à l'UTMB, ça s'ajoute à une liste assez impressionnante de distinctions là, sur la scène internationale ces dernières années. Et donc, pourtant, tu viens de nous dire que tu n'as pas. Que tu as choisi de ne pas forcément te consacrer 100% à ton entraînement en ultra-trail et de conserver justement ton emploi au sein de la clinique du coureur. Et avant de parler forcément du sponsoring ou du statut d'athlète, on peut revenir rapidement là sur l'UTMB, que tu nous dises un petit peu, même s'il y il y a pas mal de monde qui a déjà entendu un peu tes comptes rendus, mais nous faire revivre encore une fois un peu ces émotions là, c'était un truc de dingue, quoi, non? Écoute, je suis encore, tu sais, je regarde mon calendrier, c'était le 27 août, 27, vendredi 28, ouais, je 27 août, je suis crois. arrivé le 28 août et on est le 29, ça fait un mois pile. C'était fou, rien que d'y repenser, ça m'irrisse encore les poils des bras là,
voilà, c'est incroyable. Je crois qu'en fait, on n'est pas prêt en tant qu'humain. On n'est pas fait pour vivre des émotions aussi fortes et aussi intenses dans un laps de temps aussi bref. Tu perds, en fait, quand tu commences à comprendre ce qui t'arrive et c'est la place que tu vas faire, et puis aussi cet engouement du public à l'arrivée, tu perds totalement le contrôle. En fait, c'est comme, c'est dur à expliquer parce que si tu le vis pas, tu peux pas l'expliquer là, mais c'est comme, t'es comme transcendé en fait. Tu sais, ça paraît un peu ésotérique, mais c'est vrai, là, tu as l'impression d'exécuter tes faits et gestes de manière robotique, mais tu es là et tu n'es pas là en même temps. Le bruit de la foule, ça devient un peu robotique. Tu vois des gens qui rient, qui pleurent. C'est vraiment fort et j'en ai encore, ça me fait palpiter le cœur encore aujourd'hui. Alors, je te laisse imaginer que c'est fou une émotion comme ça. Après, voilà, pour revenir un petit peu plus sur la partie concrète de la course, ben, j'ai couru intelligemment. Voilà. J'ai vraiment couru intelligemment avec une stratégie, ce que je n'ai jamais forcément fait. Tu vois, j'ai toujours un peu profité de mon niveau de forme pour arriver, de mes acquis, pour essayer de me positionner, mais tout le temps un peu dans la douleur, dans le combat, et puis à avoir des downs, des ups, à crasher. Mais là, vraiment, je savais que j'étais au top de ma forme à ce niveau-là en août 2021, et puis j'ai décidé de vraiment dessiner une stratégie concrète et de ne pas faire la stupidité habituelle de partir comme un fou devant et puis comme jeter 6 œufs sur le mur et puis qu'il y en a un qui résiste, tu vois, c'est un petit peu ça qui se passe à l'UTMB. Donc, j'ai préféré faire cette stratégie de gérer le peloton le peloton élite par l'arrière. Voilà, tu vois, il y a à peu Ok. près une trentaine de coureurs pro, coureurs élites. Donc, tu vois, je me suis positionné naturellement à la queue de ce peloton en 30e position et de gérer mon énergie par rapport à ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, ça a été un gros changement pour moi parce que je suis habituellement plutôt un coureur agressif qui va être devant et essayer de contrôler par l'avant et là par l'arrière. Bon, voilà, ça a été très particulier, mais à partir du moment où ça avait été dessiné et décidé avant, j'ai eu le temps de l'accepter, de le visualiser et puis d'être prêt finalement de ne pas trop me stresser lorsque j'arrivais dans mes premiers ravitaillements en 30e ou 35e position. Donc voilà, après, il a fallu vraiment faire preuve de patience parce que c'est long. Hein, et puis, tu sais, je suis passé en troisième position au kilomètre 140. Hein, donc, tu sais, il y en a eu des heures. Hein. Patience, détermination, la rigueur aussi sur le maintien du plan, l'optimisation des ravitaillements. Et je crois que ça a vraiment été les ingrédients de ma réussite cette belle journée du TMB 2021. Tu t'es sur ce plan-là de partir un petit peu sur l'arrière du peloton des élites, c'est un truc que tu as mis en place du coup longtemps à l'avance ou pour que tu aies le temps de t'y habituer si c'est pas naturel pour toi, t'as choisi ça combien de temps avant un peu? Ça s'est fait exactement une semaine avant. J'aime pas, D'accord. tu sais, j'aime pas forcément dessiner des stratégies 2 semaines, 3 semaines à l'avance, parce que dans 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines à l'avance, en tant que coach, tu le sais aussi, en général, c'est des moments où il y a avoir des blocs d'entraînement qui sont assez importants, des volumes Ouais. d'entraînement à 3 semaines, 4 semaines de la course, et donc où il peut y avoir encore beaucoup d'évolution. Tu vois, tu peux avoir une fatigue passagère, tu peux te blesser aussi. Voilà, t'es tellement au fil du rasoir ces semaines-là que je préfère attendre voilà, la dernière semaine, faire un point où j'en suis au niveau physique, au niveau mental, et là, décider ma stratégie en fonction de… Parce que plus rien va changer ensuite. La dernière semaine, tu vas juste te reposer le temps d'arriver à la course, et donc plus rien va changer. Et donc là, je me suis assis avec le team manager de Salomon, qui s'appelle Greg Mhm. Boulet, qui a une expérience énorme. Ça fait 20 ans qu'il gère des athlètes de très haut niveau, et puis il a su mener au plus haut niveau les meilleurs. Donc, c'est sûr que lui, il m'a dit, voilà, je sais, je connais les coureurs qui sont au départ, je connais leur niveau actuel, je sais comment ils vont à peu près gérer leur course. Toi, Matt, si tu veux tirer ton épingle du jeu, il faut que tu te positionnes à tel endroit, il faut que tu arrives à ce ravitaillement avec tel temps, etc., etc. Et on a dessiné notre stratégie comme ça, et puis je l'ai tenu vraiment à la lettre. Et puis finalement, ben, ça montre que l'expérience d'un mentor comme cette personne, au même titre que pourrait l'être un coach, Ouais, c'est et ça. peut faire toute la différence. Parce que si je n'avais pas parlé, je serais parti comme un malade devant. Un Peut-être gaz. que ça aurait marché, mais peut-être pas. Et puis, ça n'aurait pas fait le résultat escompté. Moi, tu vois, j'ai suivi la course attentivement, évidemment. Et, euh, et j'ai deux trucs qui m'ont marqué. Et tu te rappelles, on s'était vu la veille au soir. Et je t'avais trouvé étrangement serein, étrangement calme, tu vois. Et quand j'ai regardé la course le lendemain, je l'ai surtout vu sur la fin du parcours. Enfin, tu vois ce que tu disais, j'ai l'impression d'être là, mais de pas être là. On avait vraiment l'impression que tu étais ailleurs quand tu as passé la ligne d'arrivée, même l'interview que tu fais, t'es à 1000 bornes de l'arrivée, on a l'impression que tu n'es même pas là. Est-ce que tu as eu, tu sais, on parle souvent de la zone, on parle souvent de tout ça.
est-ce que tu as eu une sensation différente d'autres courses que tu as pu remporter ou alors où tu as bien performé? Est-ce que dans le feeling, dans cette sensation de se faire porter un petit peu, c'était différent sur cette course-là? Excellente question. Et je vais te répondre oui, et j'ai jamais ressenti une sensation Ouais. pareille. Ça se voyait vraiment, enfin, J'ai, enfin, moi ça m'a choqué quand je t'ai c'est, vu à l'image, quoi. Je me dit, hmm, mais il est pas là, il est encore dans son truc, quoi. ouais. Tu lui dis, il reste 30 bornes, il fait 30 bornes, quoi. J'ai jamais vécu ça et je pensais pas en fait que c'était possible d'avoir cette forme d'énergie aussi longtemps, hein. Ça a duré 21 heures et je t'avouerai que j'ai eu aucun, aucun down, aucun moment de bas de la course, aucune douleur physique, rien. Ça a été comme si je volais sur le parcours, comme si j'étais sur un nuage toute la course. Et voilà, il y a eu une forme aussi, le fait avec cette stratégie de rattraper des coureurs, de remonter dans le classement, va créer une forme d'euphorie qui va te porter énormément, mais qu'il va falloir aussi contrôler. Il y a une sorte de feu là qui se crée en toi, dans ton ventre là, et dans ton cœur et dans tout ton corps, qu'il faut alimenter parce que ça brûle là et tu vois, ça donne beaucoup d'énergie. Mais il faut faire attention de ne pas trop mettre de bois dedans parce que tu pourrais accélérer d'un coup et puis te faire dépasser par cette euphorie et totalement exploser. J'ai réussi à garder, à garder ce feu dans ma bulle là et de le contrôler jusqu'au bout. Et ça m'a vraiment porté et ça a été une leçon énorme que j'ai appris. Et puis, j'ose aussi espérer le partager aussi à ma communauté et puis aux sportifs que j'accompagne, que voilà, c'est possible aussi de faire une course parfaite, non pas uniquement sur 1 heure, 2 heures ou 3 heures, mais sur une vingtaine d'heures aussi. Aucun désordre gastrique, aucune douleur physique. Alors, un petit peu de fatigue, c'est sûr, hein, on est sur un ultra trail, mais tu sais pas la douleur vraiment intense qui te draine mentalement. Aucune baisse d'énergie au niveau mental, pas de discours négatif. Et voilà, ça a été une gestion exceptionnelle. J'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça. Et puis, voilà, ça a bâti, ça a nourri ma confiance. Et puis c'est voilà, c'est une grande leçon d'apprendre qu'on peut aussi trouver ce sweet spot, là, comme on dit des fois, là, tu sais, le sweet spot en vélo qu'on va tenir 2, 3 heures ou sur une longue Ouais, sortie peut durer vraiment, vraiment, vraiment longtemps. d'accord. Du coup, avec ces résultats-là impressionnants, t'as eu beaucoup de sollicitations depuis, que ce soit médiatique ou par les sponsors. Et toi, t'as fait le choix fort de pas aller t'engager forcément vers une carrière professionnelle et de garder ton emploi au sein de la clinique du coureur. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu déjà, toi qui es du coup dans ce milieu-là, à quoi ça correspond d'être athlète professionnel? C'est quoi vraiment un athlète professionnel en trail running? Et puis, le fait que tu aies fait ce choix-là, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur ta carrière? Et puis, donc, du coup, bah, comment tu te vois à ce niveau-là dans les années qui arrivent, quoi? C'est quoi l'évolution? Ok, très bon sujet à ouvrir, Nicolas, et puis très bonne question encore. C'est vrai que, et puis je t'avouerai qu'encore aujourd'hui, là, 1 mois plus tard, j'ai pas encore trié tous les emails et tous les courriels que j'ai reçus de propositions de partenariat, de collaboration dans le domaine du sport et de l'ultra trail. Là, c'est assez phénoménal, l'ampleur des sollicitations de commandites, mais aussi de médias. Bref, fermons la parenthèse sur ça. Pour moi, la définition d'un athlète professionnel est assez complexe et je trouve que c'est une erreur de rattacher athlète professionnel à uniquement finance, ok? À juste courir et être financé pour ça. C'est sûr que je peux l'être aujourd'hui, tu vois, mais pour moi, un athlète professionnel, aujourd'hui, la vraie définition, c'est un athlète, c'est un sportif qui performe à haut niveau, à très haut niveau même, mais c'est surtout quelqu'un qui met son sport, qui met sa passion au centre de sa vie et qui tout autour, enfin, qui met au centre de sa vie, qui met ça en priorité au centre de sa vie et qu'après tout autour va créer un environnement, un équilibre de vie familial, professionnel, amical, peu importe, mais qui va aider à faire grossir cette passion qui est au milieu et la porter. C'est ça pour moi un athlète professionnel. Voilà. Et donc Ouais, je comprends. aujourd'hui, moi, je me dis que je suis athlète professionnel parce que toutes mes activités actuelles dans ma vie gravitent dans le domaine de la course à pied. La clinique du coureur, on ne peut pas être autant dans le monde de la course à pied que ça. Je fais du coaching avec le coaching du coureur, on ne peut pas être autant dans le monde de la course à pied que C'est ça. Je suis coureur de haut niveau et puis dans des teams comme le Team Salomon. Voilà, on ne peut pas être mieux placé que ça pour s'épanouir dans mon sport. Mais Mhm. je ne veux pas briser cet équilibre parce que j'ai peur que si je m'arrête de faire toutes ces activités annexes et de déconnecter un peu plus de ma famille, de mes amis ou de mes activités annexes, penser qu'à la course à pied, pour moi, c'est pas sain.
C'est pas un bon Ouais. équilibre et c'est même dangereux. Et j'ai eu la chance d'échanger avec des athlètes et des sportifs qui ont tout quitté à un moment donné de leur vie, leurs études ou voilà, leur vie un peu plus intellectuelle pour se donner à fond dans le travail. Et ça a été un échec total. Ça a été la dépression, ça a été très difficile. La moindre blessure, le moindre doute prend une ampleur énorme. Et je crois que c'est un bon équilibre finalement de pouvoir s'entraîner le matin, mais après, en milieu de journée, être capable de déconnecter de la course, de déconnecter de l'entraînement du matin, même si c'est mal passé, pour se connecter à autre chose, pour plus y penser. Et puis, en attendant, le prochain entraînement qui va arriver en fin de journée ou le lendemain, mais tu sais, l'apprécier et pas l'attendre impatiemment dans son canapé à se dire, tu sais, c'est pas sain. Voilà, c'est pas sain. Donc, pour moi, un athlète professionnel, c'est quelqu'un qui met son sport au centre de sa vie et équilibre le tout autour pour le faire grossir et pour améliorer son niveau dans sa passion et dans son sport. Voilà. Ouais, Tu sais, je comprends. on peut pas dans la course à pied notamment, alors je ne sais pas dans les autres sports, mais dans la course à pied, tu le sais très bien en tant que professionnel de la santé, on ne peut pas courir 10 heures par jour. Tu ne peux pas faire de 8 heures à 17 heures à courir. C'est pas possible. On n'est pas, Pas longtemps, en tout cas. voilà, tu peux t'entraîner, tu peux faire de temps en temps des blocs où tu vas aller faire une grosse sortie de 5, 6, 7, 8 heures, mais c'est rare. Sinon, une sortie, tu sais, si tu fais des intervalles, c'est 1 heure avec intensité. Et puis, qu'est-ce que tu fais le reste de la journée si tu as que ça? Tu peux Qu'est-ce que bosser. tu fais? Voilà, mais il ne faut pas en revanche que le travail ou les activités annexes que tu as influent négativement sur ce cœur, sur ce centre de ta passion. C'est ça la clé en fait. Et c'est ça pour moi un athlète professionnel. C'est quelqu'un qui est capable de mettre la course au centre de sa vie. Je pense que les exemples que tu as eu d'athlètes là, qui n'ont pas réussi justement à performer derrière, bah, comme tu l'as dit, hein, je pense que quand tu brises un petit peu un équilibre où tu te sens bien, enfin, c'est une grosse erreur. Mais surtout, peut-être qu'aussi derrière, en se disant je passe professionnel, la pression et le poids un petit peu des échéances et des courses devaient Il sera là. représenter une charge mentale monstrueuse qu'ils n'ont pas été capables d'encaisser et qui les a amenés soit à la contre-performance, soit à l'intégrité physique et mentale, quoi. Je pense que c'est clairement un point super lourd à supporter, quoi. Dans tous les cas, elle est là, la pression mentale. Nicolas, je te l'avoue, que tu sois à 100% dans ton sport ou pas, là, tu es hyper sollicité par les médias et de plus en plus, parce qu'à chaque fois que tu vas à une course, bah, tu vas recevoir 10 demandes de médias de comment tu envisages ta course et de la communauté, donc la pression est là. Mais c'est sûr que quand tu as autre chose à côté, ben, ça te permet d'un petit peu oublier ça et de te connecter pour donner de l'air et de l'espace à ta tête et qu'elle ne soit pas uniquement focus sur cette partie-là. Voilà. Donc Et toi, c'est ça c'est ces activités à côté qui te permettent justement d'évacuer un peu cette pression mentale. clairement, clairement. Et si je suis arrivé à ce résultat-là, l'UTMB, et à ce niveau-là aujourd'hui, ben peut-être que mon équilibre de vie n'est pas si mal que ça finalement. Ouais, ouais. Du coup, tu dis, bon, on ne peut pas courir 10 heures par jour, je m'entraîne le matin, je bosse le midi, enfin, ou quand mon corps me dit que c'est le moment. C'est quoi la semaine type chez toi? La semaine type d'entraînement, cumulé à ton boulot, ça représente quoi dans l'organisation, en nombre d'heures, en tout ça, ou en kilométrage? Tu sais, il y a beaucoup de coureurs qui regardent les stats en temps ou en kilomètres. Ça Hmm. donne quoi chez toi une semaine type? Bon, tu dois savoir, hein, tes coachs aussi, Nicolas, c'est très évolutif. Bien Bon, déjà, sûr. moi, je ne parle pas en kilomètres parce qu'en trail, on ne peut pas parler en Moi non kilomètres, plus. on parle en temps et en dénivelé. C'est très évolutif et en fait, ça va être des blocs qui vont varier dépendamment de l'objectif visé. Tu vois, par exemple, un UTMB, ça fait 170 km. Si je vais Mhm. préparer une Western State aux États-Unis, qui fait à peu près la même distance, 160 km, mais les deux blocs d'entraînement qui vont précéder la course vont être totalement différents. Donc, il faut bien prendre en compte aussi les spécificités de l'objectif en termes de dénivelé, dont la distance, je l'ai dit, et de particularités autres comme l'altitude ou la chaleur. Voilà. Mais une semaine typique pour moi, ça peut varier entre 5 heures d'entraînement et je peux monter jusqu'à 30 heures de sport par semaine. Voilà, si ça parle un petit peu Ouais, mais c'est plus. une fourchette, c'est bien, c'est intéressant. Voilà, ça peut être des journées à 5-6 heures d'entraînement entre du renforcement musculaire, de la course à pied, du vélo et de la natation. Voilà, mais en gros, c'est ça. Et puis avec la spécificité qui va avec, si c'est une préparation UTMB, évidemment, je vais passer beaucoup de temps en montagne. Si c'est une préparation, tu vois, après-demain, je pars au Marathon des Sables dans le Sahara, Mhm. à plat et puis dans la chaleur, mais je vais passer un petit peu plus de temps dans le sauna et puis sur des terrains plats pour m'adapter à ce terrain finalement. Donc voilà, Ok. c'est passionnant parce que chaque année, chaque saison et chaque objectif est différent.
Il faut tout le temps se remettre en question et tout le temps reconstruire une nouvelle recette, un nouveau plan pour aller à cet objectif. Donc, il y a toujours ce moment où il faut s'asseoir, regarder l'objectif, regarder les spécificités et reconstruire la recette qui va bien aller autour de ça en la couplant à l'individualisation, à ma personne pour que ça soit le plus adapté possible. Et c'est ça qui me passionne aussi en tant que coach, c'est que je le transmets aussi à mes athlètes et à mes sportifs, et dépendamment de leur objectif. Et ça, c'est passionnant parce que le terrain de jeu est presque infini sur tous les Complètement. paramètres et les curseurs sur lesquels tu peux jouer. Complètement. En tout cas, je trouve que c'est vraiment bien que tu insistes sur le fait que le kilométrage, au final, surtout en trail, c'est pas forcément ça qu'il faut regarder. En plus, c'est un message qu'on véhicule pas mal au sein du coaching du coureur avec cette philosophie un petit peu de courir moins pour courir mieux et que voilà, d'enchaîner les kilomètres ne fera pas de toi forcément un meilleur athlète. Mm. Ça dépend vraiment de la stratégie que tu mets en place. Et puis, bah, c'est vrai que pour préparer du trail, de l'ultra, c'est plus ton volume d'heures d'entraînement, de sport global qui va être déterminant. Et je trouve ça bien que tu puisses l'avoir mis en avant parce qu'il y a beaucoup de gens, et ça, moi, je le vois, qui font la chasse au kilomètre et puis qui se retrouvent blessés. Et du coup, bah, de parler de blessure, ça m'amène à te demander un petit peu, toi, c'est quoi ton rapport à la blessure? Ta dernière blessure, elle remonte à un an, tu avais dit, c'est ça, hein, tout à l'heure? Ouais. Et c'est quoi un petit peu ton rapport à la blessure? Comment tu gères la blessure aujourd'hui? Comment tu la préviens un petit peu? Dans ma carrière, j'ai vécu une seule vraie blessure, entre guillemets. C'est une blessure qui m'a handicapé, qui m'a arrêté totalement de la course. À part ça, c'était plutôt des inflammations voilà, qui m'ont permis de toujours continuer un petit peu m'entraîner dessus. Mais j'ai eu une grosse blessure qui a été une fracture de stress. Donc, une toute petite fissure en fait dans le sacrum, dans le bas du dos. Ok, Et il s'avère que ben, tu connais le sacrum est un petit peu le point qui va lier ta colonne vertébrale à ton bassin. Donc, c'est centre de gravité, un point assez central du corps humain. Et ça a été affreux parce que toutes les positions, assis, couché, debout, marcher, vélo, étaient douloureuses. Donc, pendant quelques temps, j'ai été à l'arrêt total. Et voilà, ça a été un gros apprentissage pour moi aussi, de me dire mais que finalement, on a tous une certaine fragilité, on n'est pas des super-héros et que si on en demande trop à notre corps sans l'écouter sur une pression physique, mais aussi mentale, parce que semblerait que cette blessure-là soit venue aussi d'un fort stress ponctuel que j'ai eu, ben voilà, notre corps peut craquer. Et puis voilà, après moi, je me dis que la blessure aussi, en fait, ça fait partie du processus. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. ok. Alors, on essaye de l'éviter avec nos plans, mais il faut vivre avec. Je pense qu'il faut l'analyser, il faut la comprendre. Pourquoi c'est arrivé? Parfois, on a beau avoir eu le meilleur plan, le plus adapté avec tous les paramètres d'entraînement qui vont bien, mais on peut avoir quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Un stress passager dû au travail, dû à la famille ou une maladie ou quelque chose qui arrive qui fait qu'on va se blesser auquel on n'avait pas pensé. Et donc, pour moi, c'est vraiment un jalon dans notre évolution de sportif pour prendre du recul et peut-être améliorer une sphère de notre vie qui n'est pas des plus optimisées et qui n'est pas forcément physique. Là, tu Voilà. vois, tu touches à un point qui m'est très, très, très cher et que je passe ma journée un petit peu à développer. C'est que justement, on a tendance à regarder beaucoup ce qui se passe dans notre pratique sportive pour trouver de l'origine à nos blessures et on a même tendance à plutôt remettre la faute sur les autres ou sur notre biomécanique ou sur la chaussure ou sur le manque d'hydratation ou les étirements. Mais en fait, on n'est qu'une seule et même personne, qu'on soit ingénieur, qu'on soit coureur d'ultra, qu'on soit papa, qu'on soit tout ça, on n'est qu'une seule et même personne. Et si on ne prend pas en compte toutes ces sphères-là, on passe à côté de plein de choses et la plupart du temps, on passe justement à côté de l'origine de blessures. Et tu l'as dit, on a un plan, on respecte notre plan, mais si à ce moment-là, dans notre vie, on a une charge importante au niveau professionnel ou au niveau personnel, bah, c'est quelque chose qui va nous puiser de l'énergie. Et cette énergie qu'on a puisée là, on ne peut pas la mettre dans notre préparation, dans notre entraînement. Et du coup, on va se retrouver à avoir un entraînement qui est trop sollicitant, alors que pourtant, on respecte le plan et on n'a pas forcément fait de changement. Mm. Mais parce qu'à côté, ça a augmenté, on se retrouve à surmener. Et puis, bah, c'est l'origine de beaucoup, beaucoup, beaucoup de pathologies et de pas mal de maladies également. Donc, ouais, ça, je suis à 2000% d'accord avec toi. Voilà, donc tu vois, moi par exemple, si une semaine je suis un peu stressé ou je dors mal, ben, automatiquement je vais réduire mon volume d'entraînement parce qu'aujourd'hui je le sais. Et je crois que la blessure, voilà, pour revenir sur ça, c'est un red flag, c'est un signe d'alarme qui peut peut-être nous sauver aussi pour pas aller trop profondément dans cette situation anxiogène qu'on est en train de vivre ou cette situation de vie
qui nous drainent mentalement. Voilà, là, on a un red flag, on a une alarme. OK, il se passe quelque chose, mon corps a une blessure. C'est peut-être pas physique. J'analyse, je prends du recul. OK, là, au travail, ma promotion ou quelque chose qui se passe, ça ne va pas. Je fais mon introspection, j'arrange ça et puis je reprends ensuite mon entraînement derrière. Et ça, faut pas voir la blessure La clé. d'un point de vue uniquement négatif, arrêt, c'est fini. Non, non, non. Prends du recul, c'est un jalon et puis ça va te permettre d'améliorer probablement d'autres sphères de vie qui te rendront plus en santé. Complètement. Si on parle un petit peu des principes d'entraînement que tu respectes, si tu en avais trois, quatre à donner, c'est quoi tes grands principes d'entraînement? Bon, d'abord, la grande chose que j'ai appris, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais en intégrant la clinique du coureur, c'est la quantification du stress mécanique. En gros, c'est de dire que le corps s'adapte à partir du moment où le stress appliqué n'est pas plus fort que la capacité du corps à s'adapter. OK? Maintenant, les principes d'entraînement, c'est sûr qu'il y en a énormément. Mais ceux qui me viennent comme ça en tête, les principaux, ça va être les fondamentaux. Là, c'est les piliers de la base de la maison. Là, c'est bien s'entraîner en respectant un plan d'entraînement qui va être basé sur de la progression, de la Progressivité? constance. Il vaut mieux aller courir 4 fois 30 minutes qu'une fois 2 heures et de la spécificité, dépendamment de l'objectif visé. Bien s'entraîner, numéro un. Numéro 2, bien récupérer. Bien récupérer, ça passe par le sommeil, améliorer sa qualité de sommeil, ça passe par la relaxation et ça passe par l'idée de repousser toute situation anxiogène autant que possible de sa vie. Bien manger, évidemment, puisque c'est notre Eh fuel. Hein. oui. Si on mange mal, on peut manger de manière inflammatoire, on peut manger des aliments qui ne vont pas réparer nos muscles, qui ne vont pas reconstruire nos stocks de glycogène, etc. Donc, bien manger est un fondamental aussi. Et le dernier auquel on ne pense pas, le quatrième, donc de fondamental pour moi, c'est bien penser. Bien penser, voilà, on rebondit un petit peu sur la question qu'on a eue précédemment, mais la tête guide le corps et voilà, pas être prêt mentalement, douter, être bas dans son niveau de conscience peut ne pas nous faire progresser, voire nous blesser. Donc, bien penser est très important aussi. Bien Complètement. s'entraîner, bien récupérer, bien manger et bien penser. Pour moi, c'est les quatre fondamentaux. Tu en as d'autres, Nicolas? Non, je pense que, enfin, a priori, on est quand même plutôt sur la même longueur d'onde, donc je suis assez OK avec tout ça. Euh, Si je reviens sur ton premier grand principe, sur le bien s'entraîner, clairement, pour moi, c'est la régularité qu'il faut mettre en avant, la régularité et la progressivité dans les contraintes. Si on doit vraiment s'affairer juste au domaine sportif, c'est vraiment les deux points qui me paraissent déterminants. La plupart des blessures viennent d'une mauvaise gestion de l'entraînement, hein, donc 80% des blessures, je crois, en course à pied. Donc, ça fait quand même pas mal d'erreurs à éviter si on arrive à prendre ce recul, à écouter, à bien quantifier et du coup à proposer des stimulations régulières et progressives. Donc, non, non, je partage tout à fait tout ça. Du coup, là, au fil des années, tu as couru sur un petit peu tous les sentiers, en montagne, sur un peu tous les continents. Tu as développé une philosophie de vie et d'entraînement qui est axée avec la connexion sur la nature et la culture des lieux qui t'accueillent. Où est-ce que tu puises un petit peu ta motivation à repousser tes limites, à te dépasser, à devenir une meilleure personne, un meilleur coureur, un meilleur entraîneur? Et ma première question par rapport à cette motivation, c'est comment tu fais du coup pour gérer les moments de down quand on a, que ce soit dans ton entraînement ou en course? Bon, ça, c'est c'est une C'est question personnel. que je trouve spéciale parce qu'en fait, elle est évolutive. Si tu m'avais posé la question il y a 5 ans en arrière, probablement, je t'aurais répondu différemment. Aujourd'hui, je vais donner une réponse et peut-être que dans 5 ans, je te donnerai une autre réponse sur voilà, ce qui me pousse et les raisons. Il y en a tellement de raisons, mais je vais te dire ce qui me drive en ce moment. Voilà, tu l'as dit déjà, moi, si je suis dans le monde du trail et du sentier, c'est que je voue une passion pour la nature qui est vraiment immense. Là, la connexion au monde naturel, c'est quelque chose qui est vital pour ma santé physique, mais aussi mentale. Moi, aujourd'hui, je suis convaincu que si j'étais le président de la République ou médecin, en fait, j'obligerais tout le monde à aller marcher dans la montagne ou aller passer du temps au bord de l'océan parce que ça répare tous les maux, en fait, les maux MAUX. Et peut-être que quand on serait un petit peu plus proche de la nature aussi, on serait plus conscient aussi de sa fragilité
et des menaces qui la guettent, tandis que quand on est dans son canapé chez nous, on ne le voit pas forcément. Et peut-être que finalement, on se conscientiserait un petit peu plus et notre environnement irait mieux. Bon, là, je vais un petit peu trop loin, mais voilà, en gros, c'est une passion pour la nature. Après, je suis aussi passionné par l'optimisation du potentiel humain. C'est ce qui me drive aujourd'hui. Peut-être un peu le background scientifique, la science, tu vois. Mhm. Moi, c'est un truc, Tu on fais des dirait que petits c'est, curseurs à voilà, il y fond. en a tellement, et puis on ne sait pas où sont nos limites. C'est fou, hein. Moi, nos limites personnelles, mais même quand on regarde chez les autres, chez les plus grands sportifs, les plus grands champions de tous les temps, mais il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui fait mieux. C'est ça qui est C'est vrai. fou. Tu sais, Kipchoge récemment qui fait le sub 2 heures, bon, même avec des conditions un peu améliorées, c'est sûr, mais il a quand même couru un marathon en moins de 2 heures. Les astronautes qui repoussent les limites de plus en plus avec ce qu'ils font, les expériences dans l'espace. Je suis passionné par Thomas Pesquet, là, ce qu'il fait, voilà, ça m'anime. Et puis, l'optimisation du potentiel humain est passionnante pour moi. Et puis, la science étudie énormément. Il y a toujours des nouvelles études qui sortent. Et voilà, l'appliquer aussi à moi-même, je trouve ça passionnant d'aller chercher ses limites. Donc, c'est quelque chose qui aujourd'hui me drive énormément. Bon, après, il y a aussi la communauté, on va se le dire, on est des animaux enfin, qui avons besoin d'une certaine sociabilité. Et je trouve que le monde du trail, le monde de la course à pied a une envergure et une dimension sociale énorme, malgré le fait que c'est un sport individuel par définition. Moi, j'ai jamais eu des interactions humaines aussi fortes que dans ce sport individuel par définition. Tandis que j'ai fait des sports comme du foot ou du rugby, qui est un sport d'équipe par définition, mais beaucoup moins d'interactions aussi passionnées, aussi fortes que dans le domaine de la course à pied. Et pour ça, mais je continue à donner, à partager à travers le coaching, à travers des aventures, des voyages avec des amis, d'autres coureurs que je revois. Et puis ça, voilà, c'est quelque chose qui me drive énormément aujourd'hui, là, voilà, qui est très important pour moi. Et du coup, dans ton coaching, comment tu fais transparaître un petit peu cette philosophie? Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur ta vision et ton rôle de coach ou la vision du rôle de coach tout simplement pour toi? Ouh, ça, c'est c'est une grosse question aussi. Oui, Ben, ma vision de coach, en fait, c'est de mettre un maximum mon. C'est difficile, en fait, mais c'est de justement ce côté expérience. Alors, c'est sûr que ça sert, mais il faut vraiment, vraiment, je crois, en tant que coach, de le mettre dans sa poche et de pas trop le regarder parce que si tu essayes de te dire, OK, pour moi, ça a bien marché, je vais copier-coller ce que j'ai fait pour un autre, c'est pas bon. Et au début, j'avais tendance à faire ça. Et finalement, tu te rends compte que tout le monde est unique de par son mode de vie, de par son physique, de par son niveau cardiovasculaire, de comment il fonctionne, de comment il pense que voilà, il y a une individualisation très forte à faire. Alors, l'expérience, c'est sûr, va aider plutôt pour moi sur le côté mental, mais sur le côté plutôt purement technique. Voilà, pour moi, c'est de toujours être dans l'amélioration continue, dans l'apprentissage, et être très ouvert d'esprit, de ne pas être fermé sur des principes qui peuvent être évolutifs. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de maintenir aujourd'hui. Après, voilà, tu sais, j'inculque à mon entourage et à mes sportifs d'être patient, parce que moi, ça m'énerve ce dogme humain de vouloir tout, c'est notre société hein, ultra consommatrice, de vouloir tout trop vite en achetant, tu vois, en restant dans son canapé sur Amazon avec toutes ces pilules miracles qui vont te servir à tout dans ta vie pour maigrir, pour grossir, pour prendre du muscle, pour être plus intelligent, pour courir plus vite, pour récupérer plus vite en te collant des affaires sur la peau, en te mettant des crèmes magiques. Et puis, on a cette fâcheuse tendance à vouloir avoir cette pilule miracle. Bon, j'englobe beaucoup de choses là-dedans, hein, mais qui tout avoir tout de suite. Voilà. Donc, pour moi, la patience, là, c'est quelque chose qui est hyper important. Et rêver grand. Voilà. Moi, dès que je commence à discuter de ça avec des sportifs qui ont une ambition un petit peu petite de par peut-être leur éducation ou par leur environnement, voilà. Moi, vraiment, je n'hésite pas à les faire rêver grand il n'y a pas de parce limite à que, avoir. voilà, pas de limite. Rien n'est impossible. Et puis même, tu sais, moi, je le vois, j'ai un petit frère qui a eu un accident récemment de la route. Il a perdu une jambe, il est amputé. Mais voilà, je vis la situation d'handicap de près. Mais à la fin de semaine passée, ou il y a 2 semaines en arrière, il est parti gravir un 3000 mètres avec sa prothèse, tu vois. Donc, alors qu'on pourrait se dire, ben non, mais il va rester, il va. Tu C'est sais, dingue. voilà, donc c'est une anecdote, mais rien n'est impossible. Alors, c'est sûr que faut quand même garder une certaine plutôt réalité. Si demain tu me dis je veux aller courir un marathon en bas de 2 heures, pour moi, ça, c'est pas un rêve, c'est sortir vraiment, c'est plus avoir les pieds sur terre. Mais le rêve là, le rêve, c'est pour moi, c'est un objectif ambitieux, fixé dans le temps, qui te passionne et qui est totalement réalisable. Ok.
Bah, écoute, je trouve ça super intéressant et si je peux rebondir sur la vision en tant que coach où tu disais, bah, je me suis rendu compte que vraiment chaque individu était différent et que l'individualisation était vraiment indispensable. Je suis tout à fait d'accord avec ça et je pense que pour bien coacher un athlète, il faut avant tout comprendre et connaître la personne qui est en face de toi et que tu as beau avoir le meilleur plan du monde, ça n'existe pas le meilleur plan du monde parce que ce qui est le meilleur plan du monde pour l'un ne sera pas pour l'autre. Et si tu n'as pas compris l'athlète en face, bah, ça ne marche Tout pas. à fait. D'ailleurs, Nicolas, quand j'ai débuté en tant que coach, il y a à peu près 4-5 ans en arrière, je pense que c'était la même chose pour toi aussi. J'avais tendance à dépenser énormément d'énergie, à me creuser la tête, à me tuer le cerveau, à essayer de construire le plan le plus parfait. Tu sais, je suis ingénieur, j'avais fait des tableaux Excel avec Ouais, des c'est clair. courbes, des macros pour calculer mes charges de Foster, progression, tu sais, pour… Mais au final, aujourd'hui, 5 ans plus tard, je me rends compte que oui, il faut faire un plan qui tient la route, mais c'est 10% du travail. 90% aujourd'hui, c'est de l'accompagnement mental pour mes sportifs. Je ne suis pas préparateur mental, mais l'expérience de vie que j'ai aujourd'hui fait que je vais donner les bons conseils et je vais pouvoir trouver les directions à prendre, les discours internes dans sa tête quand on va douter à l'approche d'une course, quand on va douter à l'approche d'un entraînement, quand on va douter quand un entraînement s'est mal passé, quand on va douter du plan. Voilà. Et puis ça, c'est vraiment aujourd'hui une partie de mon travail qui est primordial et qui prend une part. Alors, j'ai dit 10%, 90%, un peu, j'ai lancé les chiffres au hasard, je ne sais pas si c'est Oui, tout à fait oui. ça, mais c'est juste pour bien faire comprendre que voilà, l'expérience et puis l'accompagnement mental est très important dans un travail de coach, même au-delà du pur plan technique cadré. Très bien, très bien, très bien. Et du coup, je pense on va bientôt conclure, puis on va répondre aux questions après. C'est quoi un peu la suite des aventures pour toi? Donc, tu as parlé du Marathon des Sables et tu as déjà des projets pour la suite, pour 2022. Comment ça va se passer? Bon, déjà, C'est secret? ne réduis pas trop l'aventure qui arrive après-demain, là, le marathon des sables. C'est pas une mince affaire, là. Ça me sort complètement de ma zone de confort. J'ai jamais couru de ma vie dans le désert, dans le sable, La chaleur, dans le des sable. températures incroyables. Et puis surtout, il y a aussi une forme d'autosuffisance. On n'a Hmm. pas de, tu sais, Du on dort poids? pas à l'hôtel le soir, on est dans une tente, on doit apporter notre nourriture avec nous. Là, aujourd'hui, j'ai travaillé sur la construction de mon sac. Il est hyper lourd. Je suis allé courir avec. J'arrivais pas à courir avec ça. La nuit, on va dormir au gré des vents et des tempêtes de sable, peut-être au froid, des bruits. Enfin, voilà, c'est une course très particulière qui dure quand même enfin, on part une dizaine de jours, mais c'est une semaine de course qui ne va pas être une mince affaire et vraiment l'aspect aventure. Là, tu m'as posé, c'est quoi tes prochaines aventures? Là, en l'occurrence, c'est plus une aventure qu'une course, je trouve. Ouais. Et bon, j'ai hâte de faire ça. Et ensuite, bon, pour l'aspect un peu plus sportif, fin novembre, je terminerai ma saison avec l'Ultra Trail Cape Town en Afrique du Sud. Une Ok. course qui faisait partie anciennement du circuit Ultra Trail World Tour qui est en train de disparaître au profit de UTMB World Series. Voilà, bon, bref. Mais donc, c'était un petit peu la course qui clôturait la saison et bon, qui est toujours présente et qui est très populaire. Je rêve d'aller en Afrique du Sud aussi parce que je veux, bah, je l'ai dit avant, je veux une grande passion pour la nature et je rêve d'aller faire un safari pour aller voir des Big Five, là, la girafe, l'hippopotame, le rhinocéros, le lion. Et donc, voilà, j'aimerais finir mon année sur cette belle note-là avant de prendre ce gros break annuel, cette grosse pause en hiver qui est très importante pour moi et qui devrait être très importante pour tout le monde aussi quand on a une grosse saison, de couper un petit peu de la course et de penser à autre chose et puis de faire d'autres sports un peu plus portés. Et voilà, donc c'est comme ça que ça, dans un court terme, ça va se passer. L'année 2022, je suis en train de la dessiner au niveau de mon calendrier. Je pense que mon histoire avec l'UTMB n'est pas terminée, j'en dis pas plus. Mais voilà, je vais construire ma saison autour de probablement de cet événement-là. J'aime aussi les aventures courses, les courses aventures, pas uniquement les courses cadrées. L'année dernière, j'ai eu la chance de faire une aventure sur le GR canadien, le GR A1. J'ai adoré cette expérience-là. Je suis très inspiré aussi par des gars comme Ricky Gates, qui était un athlète professionnel de chez Salomon avant, donc pure performance, et qui aujourd'hui est un coureur aventurier qui part faire des aventures, qui raconte des histoires, et j'adore ça. Sauf que moi, j'ai pas envie d'attendre ma retraite de coureur pour le faire, donc peut-être j'essaierai de glisser une ou deux aventures l'année prochaine, de course-aventure hors cadre de course. Mais pour l'instant, je les ai en tête, je dessine ça, mais je les garde encore un petit peu confidentiels pour le moment. Ah, c'est de plus en plus à la mode avec l'année Covid, enfin les années maintenant, on peut dire les années qu'on vient de vivre, les gens sont décidés à faire des projets un petit peu off et en fait pour y avoir pensé aussi, ce qui est génial, c'est la préparation en fait ces trucs-là.
c'est que tu fais ton truc tout seul. Ouais, c'est une aventure, quoi. Tu prépares tout, tu es souvent autonome. Et c'est vrai qu'on y trouve un plaisir fou. Et pour les passionnés de nature, c'est quand même génial de pouvoir s'organiser ça. Donc, je comprends que tu aies ça en tête. Je te propose qu'on regarde un petit peu les questions-réponses. Oui, tout à fait. Bon, il y en a pas mal. Je pense que par rapport au temps, on n'aura pas forcément le temps de répondre à beaucoup de questions. Est-ce on se choisit deux questions chacun? T'en choisis deux Alors auxquelles tu là, as envie de répondre là, je et j'en clique sur choisis deux? questions et réponses et puis OK. Vas-y, bah, choisis pour moi et puis comme ça, je les vois pas et j'ai pas le temps de les préparer. Euh, On peut rester une petite dizaine de minutes. On va répondre à quelques questions. Moi, ça me va là. alors, attends. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup, il faut pouvoir faire le tri. Tiens, une question de Christelle qui demandait, alors c'est une question qui a dû être posée au début, combien de temps tu t'es entraîné pour ton premier marathon à Montréal? Donc je suppose, à mon avis, ta préparation, tu l'as étalée sur combien de temps? Bah, tout de suite, en fait, j'ai commencé à courir début mars 2014. Le marathon était mi-septembre, donc mars, avril, mai, juin, juillet, août. C'était à peu près 6 mois. Je te dirais que mon ego a tellement pris un coup quand je suis sorti la première fois, comme j'expliquais tout à l'heure, et qu'au bout de 2 kilomètres, j'étais au fond du gouffre, que voilà, très vite, je suis allé me renseigner un petit peu plus sur ce que c'était vraiment la course à pied. Comment ça se fait qu'il y en a qui réussissaient à courir des marathons et d'autres comme moi qui s'explosaient au bout de 2 kilomètres. Et voilà, très vite, je suis rentré dans un plan d'entraînement qui durait environ 4 mois. Donc, j'ai jogué pendant un mois ou deux, là, le temps de un petit peu que le plan commence parce qu'il était rétroactif par rapport à la course. Mais voilà, disons que je m'y suis préparé 6 mois environ, mais dans la douleur, voilà, parce que j'avais jamais Ouais, couru et ne jamais, jamais, jamais pas faire ça, c'est bien. totalement ridicule. Non, non, mais c'est dommage parce que j'aurais pu même je commençais à me passionner pour la course et j'ai failli même arrêter parce que j'avais tout le temps trop mal, des périostites et tout. C'est dommage. Tu peux t'entraîner dans le plaisir. Et voilà, c'était une connerie de faire ça. Là, tu commences par un 5 km, 10 km. Tu peux même rester longtemps sur une distance plus courte et puis optimiser ta vitesse sans forcément toujours la course au plus long, à la plus longue distance. Mais voilà, moi, je sais plus pour quelle raison. J'avais vu cette publicité pour le marathon. J'étais allé là vraiment voilà. Je sais pas ce que je connaissais pas le milieu et c'était une erreur. Mais 6 mois à peu près, un marathon à préparer, c'est 6 mois, je dirais. Ok. J'ai trouvé une question là, qui me fait rire. C'est ton avis, Mathieu, sur pour s'entraîner en trail, l'Europe ou le Canada? Bah, ça dépend de la course visée. Clairement, pour une course alpine, bah, ça marche pas. En tout cas, le Québec, là, bah, le Canada, c'est grand. Il y a deux côtés du Canada. Il y a le côté est où c'est plutôt des petites collines, le Québec, tout ça. Il y a le côté, bon, il y a même plusieurs côtés. Le côté central où c'est des plaines et le côté ouest où il y a les grosses montagnes, c'est des rocheuses. Ouais. Après, c'est plus compliqué d'aller courir là-bas parce que nos amis les ours qui peuvent un petit peu nous rendre nos jogs en montagne un peu plus compliqués. Mais voilà, tout dépend de l'objectif visé. Tu vois, moi, je me suis entraîné au Québec sur des sentiers qui sont quand même assez techniques. Il y en a beaucoup de racines, de boue, il fait chaud l'été. Ce qui fait que quand je suis allé courir après dans les tropiques, dans les Antilles, en Martinique, en Guadeloupe ou en Polynésie, ben, j'ai été tout de suite très à l'aise dans ces terrains-là qui sont ultra techniques. Donc, Ouais, tu ça as fait pas dépend de mal de l'objectif. courses là-bas. Ouais, ouais, ça dépend de l'objectif visé. Donc, c'est sûr que s'entraîner au Québec peut avoir des avantages pour certaines courses, mais c'est sûr que si on vise un UTMB ou une course dans les Pyrénées, il vaut mieux aller passer du temps un peu dans des montagnes alpines, ne serait-ce que pour l'altitude, aussi l'acclimatation en amont. Ok. Une autre question que je trouve intéressante, c'est est-ce que tu as une stratégie pour optimiser tes ravitaillements? Oui, j'ai une stratégie pour. C'est très important les ravitaillements. Eh Et oui. d'ailleurs, c'est une stratégie qui est évolutive aussi, hein, dépendamment de. Mais en fait, on dirait que nos systèmes gastriques aussi, ils se renforcent. C'est comme un muscle. Des aliments qui passaient pas à une époque, peut-être qu'ils passent maintenant. Il y a aussi le pays où tu vas être. Ben, parfois, les ravitaillements vont être différents. Donc, tu dois t'adapter à ça aussi là. Quand tu cours à Hong Kong ou quand tu cours dans les Alpes, ben, ce n'est pas du tout les mêmes aliments que tu vas retrouver. Mais ce qui est sûr au niveau de la stratégie, je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'est que c'est très, très, très difficile de gagner du temps en courant, mais que c'est très, très, très facile d'en perdre dans les ravitaillements. Ouais. Attention à ça. Et ce qui se passe, c'est que quand on est fatigué, qu'on perd un peu de lucidité, le temps a tendance à se déformer un petit peu.
à s'étirer, à se contracter, dépendamment de notre niveau de douleur. Et parfois, quand on arrive dans un ravitaillement et qu'on est un petit peu fatigué, on va avoir l'impression qu'on est resté qu'une minute, mais en fait, on est resté 10 minutes. Donc, il faut vraiment avoir un gardien du temps ou avoir une montre ou quelque chose pour chronométrer ces ravitaillements pour ne pas se faire avoir par ce temps qui est totalement déformé où on peut voilà, finalement perdre de précieuses minutes, secondes dans les ravitaillements. Donc, une fois qu'on arrive avant d'arriver dans le ravitaillement, le kilomètre qui précède, quand on sait qu'il arrive, commencer dans sa tête à se dire, OK, le ravitaillement arrive, je vais arriver là-bas, je vais être un robot, je dois faire ça, ça, ça et ça. C'est tout, pas rien de plus. Je ne découvre rien sur place et je ne décide pas ce que je vais faire dans le ravitaillement. Quand j'arrive, je sors mes flasques, j'en remplis une d'eau, j'en remplis une d'électrolytes, je récupère une barre, je jette mes déchets, je fais un sourire au ravitaillement et je m'en vais. Pardon, je fais un sourire aux bénévoles et je m'en vais. Voilà. Mais Ok. la stratégie adaptative d'une course à l'autre, mais en gros, l'idée, c'est ça, c'est de pas de perdre trop de temps là. Ah ouais, et puis de faire attention parce que bah, tu as dit, on peut en perdre beaucoup. Ok, c'est une question un peu orientée coaching du coup. Jennifer qui demande comment trouver un bon club de course à pied avec, entre guillemets, de vrais entraîneurs coachs et pas seulement juste des gens qui reproduisent des méthodes. Donc, si je veux élargir un peu la question, c'est pour toi, c'est quoi les repères qu'on peut avoir quand on est athlète? Comment on sait qu'on peut être bien suivi? C'est quoi, sur quoi on peut se baser à ton avis? Alors, c'est une bonne question. Alors, ça parlait de club au début. C'est sûr qu'il y a deux manières de s'entraîner. En club, donc avec un groupe physique, se rendre dans un groupe. Donc ça a l'avantage d'avoir l'interaction humaine qui est très forte. Tu sais, on échange. Et puis, comment choisir un club? En fait, tous les clubs sont bien à partir du moment où on est passionné par un sport. Lorsqu'on va aller réaliser ce sport-là avec d'autres passionnés, c'est sûr que ça va bien se passer. Maintenant, c'est sûr que si on prépare des trails, il vaut mieux aller dans un club de trail. Si on prépare de la route, il vaut mieux aller dans un club de route. Ça, voilà, l'avantage principal, c'est l'interaction humaine. Après, c'est que le coach doit coacher tout un groupe. Donc, l'individualisation est un petit peu à défaut. Après, il y a une deuxième manière de se faire accompagner, de se faire coacher, c'est en individualisé à distance. Donc, pour ça, on a des programmes, des logiciels, des applications où on va construire des plans vraiment spécifiques à la personne. C'est ce que je fais, c'est ce que tu fais, Nicolas, et c'est ce que font tous les coachs de notre organisation, le coaching du coureur. On prend du temps avec notre sportif lorsqu'on commence l'aventure avec lui pour bien comprendre ses antécédents de sportif, ses antécédents de blessures, ses objectifs, son mode de vie, son travail, ses contraintes, etc., pour tenter de commencer à dessiner une première ébauche du plan sur lequel on va essayer, puis on va apprendre, surtout dans les 3 premiers mois, sur la réaction au plan. Est-ce que ça fonctionne pas? Est-ce que tu te sens progresser? Est-ce que tu as mal quelque part? Pour affiner, pour ensuite bien comprendre la personne et faire quelque chose de sur mesure. Donc ça a vraiment l'avantage de pouvoir s'adapter de manière très précise à la personne en se faisant coacher à distance. Donc pour moi, c'est vraiment les deux possibilités. Maintenant, rien n'empêche de faire les deux. Moi, c'est mon cas. Je vais courir de temps en temps à la piste à Montréal avec un groupe de course. Et voilà, le mardi et le jeudi, je passe du temps avec eux. Je profite de l'interaction humaine et puis du bon temps qu'on a ensemble. Et puis en même temps, on peut aussi se faire coacher sur tout le reste de la semaine sur les séances à suivre. Donc les deux ne sont pas incompatibles. Si je peux me permettre de rajouter un élément, Matt, c'est, je trouve que ce qui fait aussi la qualité d'un coach quand on parle d'individuel, c'est vraiment le temps qu'il est capable de te consacrer. C'est parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit même plusieurs fois, le plan, on se focalise trop sur le plan, alors que c'est vraiment l'individualisation, l'adaptation qu'on va pouvoir apporter, le sur-mesure par rapport à son mode de vie, à son activité professionnelle qui est importante, et c'est ça qui donnera des résultats. Donc, je pense que la notion de temps et d'échange qu'on peut avoir avec un coach est vraiment déterminante. Et puis, je suis tout à fait d'accord aussi avec toi qu'on peut très bien cumuler un travail en coaching et un travail en club. Le club représente la partie un peu plus sociale où on est là pour partager avec un groupe. Et donc, ça peut maintenir une motivation. Et bah, si la motivation va, la tête va, et puis tout va, quoi. Il y a eu pas mal de questions sur tes lectures, sur les livres. Donc, je ne vais pas forcément revenir là-dessus. Tu as dit que tu étais pas mal inspiré des bibliographies Hmm. d'athlètes élites, peu importe si tu es de course à pied ou pas. Je ne sais pas si tu as un autre ouvrage comme ça qui te vient en tête.
Et puis, Bah, je pense qu'on peut évidemment, terminer. pour l'aspect technique, le livre de la clinique du coureur, imbattable, totalement imbattable. Ben Si oui, tu veux apprendre sur la… Et puis bon, après, c'est sûr que j'ai un biais parce que je travaille pour la clinique du coureur, mais je le dis très sincèrement aux auditeurs, ce livre-là, c'est vraiment la base. Il est hyper bien vulgarisé. Et en gros, l'idée du livre, là, je la fais simple, là, c'est qu'on allait interviewer tous les plus grands experts de chaque domaine lié au sport. Donc, celui lié au stress mécanique, celui lié au jeûne intermittent, celui lié à l'hydratation, etc. Et puis, bon, c'est des grands experts, ils font ça de leur vie, puis c'est vulgarisé. Et donc, pour moi, voilà, les bases techniques de la course à pied sont dans ce livre. Voilà. Donc, moi, c'est ce livre-là, la référence pour la technique. Et très après, bien. bon, ben, des livres plus inspirants pour nourrir l'aspect rêve d'histoire d'aventure et de biographie. Et ça, il en existe plein. Voilà. Mais vraiment, là, la référence, c'est la santé par la course à pied de la clinique du coureur à toujours avoir sur sa table de chevet. Et puis, c'est bien parce que ça ne se lit pas comme un roman de la On peut première aller page à la partout, on dernière. peut se C'est des balader. chapitres, tu peux aller en arrière, en avant, et puis tu peux revenir aussi dans le livre. Et voilà, c'est un livre à avoir dans sa bibliothèque, c'est certain. Complètement. Dernière question. Est-ce que tu as une course ou un événement que tu aimerais courir un jour et que tu n'as pas encore fait? C'est une bonne question. Un En truc fait, il y a… top of the list. Non, mais il y a énormément de courses que j'ai pas encore fait. Et puis la liste est longue, hein. Je crois que dans une vie, on peut pas toutes les faire aux quatre coins du monde. Donc j'ai une petite liste et puis je crois que je vais toutes les faire, celles que je veux vraiment faire qui sont en haut de liste. Mais tu sais, ça serait plutôt un projet. Tu sais, le truc que vraiment j'aimerais faire et qui est qui est un peu hors norme, ça serait un projet tu sais, de grande envergure lié à la course à pied. Je ne l'ai pas encore défini, mais pas quelque chose qui dure 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois, mais plutôt quelque chose qui va durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Ok, Alors, je ne l'ai pas encore, mais voilà, c'est quelque chose. Faut qu'il y ait de la course à pied là-dedans, faut qu'il y ait l'environnement naturel, faut qu'il y ait de l'humain, voilà. Et puis, c'est quelque chose de grand que j'aimerais faire, mais ça mûrit petit à petit. Mais c'est ça qui me fait rêver et que j'aimerais réaliser un jour. cool, passionnant. Affaire à suivre du coup. Affaire à suivre. Ok, eh ben, écoute, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Je voudrais rappeler quand même, bah, déjà remercier tout le monde et puis rappeler que du coup le replay va être rapidement disponible sur la chaîne YouTube du coaching du coureur et sur la web TV de la clinique du coureur. Donc soit pour ceux qui n'étaient pas là, mais ça ils ne le voient pas, ou pour ceux qui ont loupé un bout. Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations et les offres de coaching sur le site du coaching du coureur. On peut également y télécharger les plans gratuits, les plans d'entraînement gratuits en route et en trail. D'ailleurs, je crois que tu as pas mal travaillé dessus, donc peut-être tu peux nous dire un petit mot de ces plans gratuits. Oui, alors en fait, c'est un exercice qui est difficile hein, de faire des. Alors, je trouve que pour le monde de la route, c'est plus facile parce que c'est un peu plus cadré. Mais pour le trail, dessiner des plans tu sais, sans prendre en compte les spécificités du terrain, le dénivelé exact, l'altitude, De la course préparée. est-ce que c'est des chemins techniques, pas techniques? Donc voilà, on a tenté avec les coachs de faire des plans de trail tu sais, généraux qui peuvent fonctionner pour une distance et un dénivelé approximatif. Voilà, mais c'est vraiment c'est essayer de faire un plan qui fonctionnerait pour toutes les courses. Donc, ils fonctionnent, ces plans, mais rien ne sera toujours mieux qu'un plan individualisé, ça c'est sûr. Donc, on a fait des plans pour toute distance, là, d'une petite distance trail jusqu'à une plus longue distance ultra trail on a intégré un petit peu de spécificité liée à des objectifs de dénivelé, beaucoup plus d'entraînement spécifique aussi avec des intervalles en montée plutôt qu'à plat comme Mhm. sur les plans sur route. Donc voilà, les plans de trail ont quand même une spécificité de trail, mais voilà, restent généraux. Font fonctionner, mais restent généraux. Rien de mieux que de l'individualisation. Yes. Ne pas oublier aussi de s'abonner à tous les réseaux sociaux du coaching du coureur. Donc, il y a la chaîne YouTube, j'ai parlé, il y a Instagram, Facebook, une page Europe, une page France et une page un petit peu monde. Ça vous permettra de ne pas louper les informations dès qu'il y a une nouveauté, dès qu'il y a un nouveau plan, dès qu'il y a un nouveau coach, même on les présentera. Donc voilà, de suivre un petit peu toutes les actualités sur les réseaux sociaux.
Et puis, sauf si tu as encore un petit mot à rajouter, Matt, je pense qu'on peut souhaiter une bonne fin de journée Non, à mais tout le monde. voilà, merci Nicolas d'avoir animé cet échange. C'était passionnant, comme tu l'entends, hein, peut-être dans ma voix. Moi, j'ai toujours beaucoup de passion à parler de course à pied. On aurait pu rester 3 heures ce soir, mais on est limité par le Carrément. temps. Voilà, je voulais souligner aussi le fait que le coaching du coureur a démarré officiellement l'année dernière. En fait, ça existait déjà parce qu'on était tous coachs, plus ou moins, puis on s'est juste dit, ben, ça serait pas plus intelligent de travailler ensemble, de faire converger nos connaissances, nos idées à travers des plans, des vidéos, des nouveaux services de coaching de groupe. Et puis voilà, je crois que c'est une belle aventure qui démarre en ce moment entre là, le Québec francophone et puis la France. Et on a de belles perspectives devant nous, Nicolas, et je pense qu'on va être une belle organisation et qu'on va être capable de partager notre passion au plus grand nombre dans un avenir très proche. Moi, je t'avoue que que c'est peut-être l'élément numéro un qui m'a motivé, même si j'étais convaincu que c'était un super projet. C'est que de mettre en commun toutes les connaissances de tout le monde et la passion de tout le monde, ça nous permet d'avoir une qualité de support et un contenu à proposer qui est hyper riche. Et je pense que ça, en fait, on l'a nulle part, quoi, parce que là, il y a le travail de tout le monde qui bénéficie à tout le monde. Et ça, je trouve que c'est une grosse plus-value qu'on a. Donc, c'est clair, il y a de gros projets à développer et je pense qu'on va bien se régaler. Le plus beau est devant nous, mon cher Nicolas. Yes. Eh Merci pour tout. bien, que tout le monde passe une excellente fin de journée pour les Nord-Américains, une bonne soirée, une bonne nuit aux Européens. Et puis, moi aussi, Matt, je te remercie. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi ce soir. Au revoir tout le monde. Allez, au revoir, bonne soirée.